l'Observatoire Santé Pro BTP présente Quoi de neuf santé, animé par Flavie Flamand. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Quoi de neuf santé. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un sujet encore méconnu, un sujet qui fait peur, c'est la ménopause. Alors mesdames, soyez à notre écoute, messieurs, n'en ratez pas une miette, car vous aussi vous êtes concernés. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui le professeur Florence Trémolière. Bonjour professeur. Bonjour Flavie. Vous êtes médecin et vous êtes responsable du centre de ménopause au CHU de Toulouse. Vous êtes donc ma meilleure amie aujourd'hui. Ça veut dire, en tout cas je l'espère. Ça veut dire que la ménopause, ça peut être une période de joie aussi ? Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai l'air triste ? Mais pas du tout. Et vous allez justement nous éclairer et nous expliquer pourquoi. Comment est-ce qu'on pourrait la définir, la ménopause ? Parce que d'aucuns considèrent ça presque comme une maladie, mais en fait, ça fait partie du cycle naturel de la vie d'une femme. Bien sûr, c'est une étape dite physiologique, c'est-à-dire qu'elle va toucher toutes les femmes. C'est l'étape normale de la vie des femmes et qui correspond tout simplement à l'arrêt du fonctionnement des ovaires. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect qui est le plus évident, c'est qu'on ne peut plus avoir d'enfants. Ouais. Voilà, ça c'est terminé. Une fois que l'ovaire s'est arrêté de fonctionner, il ne peut plus produire des ovules, vous ne pouvez plus être fécondé. Et puis le deuxième aspect qui est un peu moins connu, c'est le côté hormonal de cet arrêt du fonctionnement ovarien, c'est-à-dire la cessation de la production de certaines hormones, dont la plus importante est l'œstradiol, qui est l'œstrogène naturel de la femme. Et cet estradiol, cette carence, elle va pouvoir avoir différentes conséquences pour la femme. Avec 500 000 nouvelles femmes concernées chaque année en France, c'est pas rien 500 000, et une espérance de vie féminine qui atteint aujourd'hui les 86 ans, il y a forcément des défis sociétaux et médicaux qui sont associés à la ménopause. Bien sûr. Et c'est justement ces défis sont liés aux conséquences de cette carence hormonale, puisqu'elle va altérer à la fois la qualité de vie des femmes, donc ça, tous les désagréments dont vous avez parlé en introduction, mais elle peut également faciliter l'émergence de certaines pathologies qui, eux, sont des vrais défis sociétaux et de santé en termes, ne serait-ce que de coûts de santé. Vous savez, on parle beaucoup actuellement du bien vieillir, du vieillir en bonne santé. Ça ne sert à rien de vieillir jusqu'à 87 ans si vous avez fait un infarctus du myocarde, si vous avez fait un accident vasculaire cérébral ou si vous avez fait 5 fractures vertébrales. Docteur Trémolière, on va rentrer dans le détail maintenant, parce que ça, c'est ce qui intéresse aussi celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'il faut le préciser, les hommes doivent connaître la ménopause pour mieux accompagner les femmes dans cette période de leur vie. Et en fait, on n'est pas toutes véritablement égales face à la ménopause. Certaines ont des bouffées de chaleur, d'autres se sentent particulièrement irritées. On parle également du brain fog. C'est quoi le brain fog ? Brain fog, c'est ces difficultés de se concentrer. La mémoire verbale, on oublie des mots, on n'arrive pas à trouver le bon mot au bon moment. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est bien identifié maintenant au moment de la transition. Donc quand on a le sentiment de yo-yoter à 50 ans, ça peut être lié à la ménopause. Tout à fait. Heureusement, ça ne dure pas. Et ce n'est en rien prédicteur d'une éventuelle maladie d'Alzheimer, par exemple, donc que tout le monde redoute. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas toutes égales par rapport à ça ? Pourquoi vous avez les cheveux blonds et pourquoi certains ont les cheveux noirs ? Effectivement, le phénomène de carence hormonale touche toutes les femmes, mais à la fois pour des raisons individuelles, de mode de vie d'une part, mais avant tout de génétique. Eh bien, effectivement, toutes les femmes ne sont pas égales aux ressentis et aux conséquences de cette carence hormonale. Est-ce que la ménopause est synonyme aussi d'une fragilisation de la santé des femmes ? On parle de risques cardiovasculaires, on parle d'affaiblissement des muscles. Enfin, est-ce qu'effectivement, c'est une période qui est difficile à vivre pour les femmes de ce côté-là ? Alors, il faut dissocier le difficile à vivre des conséquences en termes de santé. D'accord. Il y a des femmes qui vont peut-être très bien vivre leur ménopause en termes de qualité de vie, et pourtant, qui vont développer des pathologies à un âge où elles ne devraient pas en avoir. Puisqu'effectivement, si vous arrivez à la ménopause avec déjà des facteurs de risque sur le plan cardiovasculaire, premier facteur de risque, le tabac. Après la ménopause, à consommation équivalente de cigarettes, une femme a 50% de risque supplémentaire que l'homme à faire un infarctus du myocarde. Donc, quelqu'un qui fume à la ménopause a déjà une perte de chance par rapport à la femme qui ne fume pas. D'autres exemples ? Vous avez une dyslipémie, c'est-à-dire le cholestérol qui est élevé. Dans un contexte familial, par exemple, il y a du cholestérol dans la famille. Vous aviez un petit cholestérol jusqu'au moment où vous arrivez à la ménopause, puis au moment de la ménopause, pof, il augmente. Vous allez mettre de la graisse dans vos artères. La graisse dans les artères, ça s'appelle l'athérosclérose, et c'est un facteur de risque d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Donc ça veut dire qu'il faut adapter une véritable hygiène de vie à cette période ? Tout à fait. Je dirais que le maître mot à ce moment-là, c'est d'une part dépistage. Est-ce que j'arrive à ma ménopause avec déjà des facteurs de risque et c'est pas écrit sur mon front ?
Et d'autre part, effectivement, l'hygiène de vie, elle est fondamentalement à modifier à ce moment-là si votre hygiène de vie n'est pas parfaite. C'est quoi cette hygiène de vie? C'est du sport? C'est l'alimentation? C'est bien manger. Vous savez, on parle beaucoup, on a de la chance en France de l'alimentation méditerranéenne. Et on voit très bien que ne serait-ce qu'à Lille, on ne mange pas pareil qu'à Toulouse, ou à Marseille, ou à Bordeaux. Donc il y a effectivement cette hygiène de vie sur laquelle il faut revenir, et l'activité physique. Vous avez dit le maître mot, la clé de vieillir en bonne santé, c'est l'activité physique. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette activité physique, les bienfaits vont pas être immédiats à 50 ans, mais vous préparez votre avenir. Et ce n'est pas à 65 ans ou à 70 ans que vous allez vous commencer à avoir une activité physique si vous ne la faites pas déjà depuis plusieurs années. D'accord, donc il faut commencer presque maintenant, en fait, quand on a une cinquantaine d'années. Le plus tôt possible, oui, le plus tôt possible. Qu'est-ce que vous pensez du traitement hormonal substitutif? Parce que ça reste controversé. On entend tout et son contraire, et je pense que les femmes sont perdues par rapport à ça. Alors, elles sont perdues parce que finalement, le traitement hormonal, c'est un peu le yin et le yang. C'est-à-dire, on a connu deux grandes époques. On a connu l'époque des années 90, où c'était le fleuron de la santé des femmes. Ouais. Et on est allé certainement trop loin en faisant de ce traitement un peu la fontaine de jouvence que tout le monde devait avoir. Et puis, il y a eu une étude américaine en 2002, qui en fait a été une étude sur le traitement hormonal, mais pas sur la ménopause. En d'autres termes, cette étude avait essentiellement pour objectif de valider le bénéfice préventif du traitement vis-à-vis de l'infarctus du myocarde. Pourquoi ? Parce que l'infarctus du myocarde aux États-Unis, ça leur coûte des billions de dollars. Et nous étions à une période où le traitement était supposé réduire ce risque. Donc les Américains, qui sont très pragmatiques, ont dit on va faire une grande étude pour le démontrer une fois pour toutes. Sauf que pour faire une grande étude qui a déjà coûté $1 milliard, vous devez recruter des femmes suffisamment âgées pour avoir suffisamment de risques, avec des facteurs de risque, etc., etc. Et en plus des traitements qui n'étaient pas des traitements naturels comme nous les utilisons en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Catastrophe. Au lieu d'avoir l'effet attendu, on a eu au contraire une augmentation de ces risques-là. Et également une augmentation du risque de cancer du sein, que l'on connaissait un tout petit peu, mais qui a été extrêmement médiatisé à l'issue de cette étude. Ce qui fait que dans tous les pays occidentaux, l'utilisation du traitement hormonal a chuté de 80%. Et aujourd'hui ? Actuellement, en France, il y a 6% de femmes traitées. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors actuellement, nous en France, nous avons la chance d'avoir des modalités thérapeutiques qui ne sont pas du tout celles des Américains. Et nous avons compris qu'est-ce qui s'est passé depuis cette étude. On sait que si vous utilisez le traitement en début de ménopause, globalement entre 50 et 60 ans, si vous n'avez pas de contre-indication particulière à prendre ce traitement, dans tous les cas, ce que l'on appelle la balance bénéfice-risque, elle est toujours positive chez les femmes. Et donc, on va individualiser ce traitement pour chaque femme. Donc du sur-mesure. Du sur-mesure. Vous en avez besoin, vous n'avez pas besoin. Vous avez des risques qui peuvent être limités par l'utilisation de ce traitement. On va vous le proposer, on va vous suivre, etc. Quelles sont les contre-indications ? Alors les contre-indications, elles sont relativement limitées. À 50 ans, ce sont les femmes qui ont eu des cancers hormonodépendants, notamment le cancer du sein, ça c'est sûr. Malheureusement, on voit quand même beaucoup de femmes, de plus en plus jeunes, qui ont des cancers gynécologiques et des cancers du sein. Et puis les maladies cardiovasculaires, vous avez déjà fait un infarctus, vous avez déjà fait un accident vasculaire cérébral, ça c'est sûr que vous ne pouvez pas recevoir d'hormones. Au-delà même de ce traitement hormonal substitutif, on parle aussi des compléments alimentaires qui pourraient influencer sur la qualité de vie des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Alors, d'un point de vue scientifique, il n'y a aucune étude qui le démontre parfaitement. C'est-à-dire des études, ce qu'on appelle, on tire les femmes au sort, on leur donne la moitié un produit inactif et l'autre moitié le produit que l'on veut tester. Donc il n'y a aucune étude qui a démontré qu'il y avait une supériorité par rapport aux produits inactifs. Parce qu'on nous parle de perte de poids, on nous parle aussi de limiter les désagréments hormonaux, de limiter les sautes d'humeur. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, effectivement, il n'y a pas de preuve scientifique, mais, et c'est le corollaire, il y a un énorme effet placebo. C'est-à-dire que vous donnez n'importe quel produit à une femme, vous en avez 30% qui vont se sentir mieux. Ouais. Et effectivement, l'industrie qui développe ce qu'on appelle actuellement, en particulier aux États-Unis, la Femtech, qui développe tous ces produits, toutes ces initiatives, elle surfe sur le fait qu'il y a un pourcentage non négligeable de femmes qui vont être satisfaites. Moi, en tant que médecin, il faut être pragmatique. Si la seule plainte de la patiente, c'est de mal dormir, d'avoir des bouffées de chaleur, d'être un petit peu irritable, et que le produit qu'elle prend l'améliore,
Je vais dire, moi, mon rôle de médecin, c'est aller dépister éventuellement les risques de santé qui peuvent être induits par sa ménopause. Mais je n'ai aucun caractère de jugement à porter sur le fait qu'elle se sente mieux avec tel ou tel produit. C'est le rôle aussi des mères de pouvoir en parler avec leurs filles, de les prévenir aussi de ce qui va se passer. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, il faut faire de cette étape de la vie quelque chose de tout à fait normal, au même titre que la puberté, au même titre que les grossesses. C'est une étape physiologique de la vie de toutes les femmes. C'est pas une maladie, sauf si elle survient avant l'âge habituel. Là, ça devient une maladie. Donc là, on passe sur le versant médical. Et si on reste justement sur ce versant non médical, est-ce que l'on peut dire aussi que les hommes sont concernés par la ménopause ? Bien évidemment. D'abord parce qu'ils vont souvent subir, alors le terme est peut-être un petit peu fort, mais les désagréments de leur conjoint ou de leur femme. L'irritabilité, le nervosisme, tendances souvent dépressives, les sautes d'humeur. C'est aussi assez remarquable que cette ménopause, finalement, elle survient à un âge où les femmes sont souvent confrontées à une certaine vulnérabilité sociale ou familiale. C'est vrai. Les enfants qui restent, les enfants qui partent, oui. Le monde professionnel, où vous êtes plus souvent mis au chômage à 50 ans qu'à 30 ans. Oui. Souvent les maris qui partent avec la jeunette qui a 20 ans de moins. Donc ce sont des modifications de nos sociétés qui impactent plus particulièrement les femmes à un âge où, du fait de cette carence hormonale, elles vont se sentir encore plus dans une situation de vulnérabilité. Professeur Trémolière, on vient de parler des désagréments auxquels on peut trouver des solutions pendant la ménopause des femmes. Néanmoins, on a commencé aussi cet entretien sur le fait que ça pouvait être une joie. Et vous m'avez dit, mais bien sûr, regardez, j'en suis la preuve vivante. Donc, allons-y maintenant sur ce terrain du positif. Qu'est-ce que la ménopause peut apporter aux femmes qu'elles ne soupçonnent pas encore ? Elle peut leur apporter beaucoup de sécurité, je dirais, ne serait-ce qu'en termes de contraception. Oui. Une femme qui ne peut pas prendre une contraception et qui a vécu peut-être une partie de sa vie avec cette espèce d'épée de Damoclès de faire des enfants alors qu'elle n'en souhaite pas ou que son conjoint n'en souhaite pas. Elle est totalement libérée. Ouais. Elle peut avoir à partir de là une sexualité épanouie, ça c'est le propre de chacun. Je veux dire, ça, on va pas porter du jugement, mais au moins sans cette contrainte. Des femmes qui avaient des pathologies gynécologiques avant la ménopause. L'endométriose, on en parle beaucoup actuellement. Oui. Des saignements abondants, des fluctuations hormonales, avec les seins qui gonflent, des prises de poids avant d'avoir les règles, tout ça, ça disparaît. Donc effectivement, toutes ces femmes qui avaient beaucoup de symptômes négatifs avant l'installation de la ménopause, quelque part, elles sont très contentes d'être ménopausées. Et on en voit tous les jours des femmes comme ça, heureusement. Vous savez, j'ai entendu aussi des femmes dire que tout à coup, leur désir n'était plus le même après la ménopause. Oui, bien sûr. Mais c'est tout à fait exact, parce qu'elles s'occupent d'elles-mêmes. Ouais. Elles n'ont plus à s'occuper de Pierre, Paul, Jacques, des enfants, et que parfois certaines d'entre elles se retrouvent dans une situation où finalement elles vont dire allez, maintenant c'est mon tour, je m'occupe de moi et je vais prendre mon plaisir là où j'ai envie de l'avoir. Est-ce que cette libération justement n'a pas des conséquences positives un petit peu partout sur tous les pans de l'existence d'une femme ménopausée ? Bien évidemment, si vous vous sentez bien dans votre peau, vous allez être plus enclin à faire de l'activité physique, à faire attention à ce que vous mangez, à bien vous habiller, même si encore une fois ça c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc oui, une femme bien dans sa peau, elle va l'être sous tous ses aspects. Et en ayant un corps qui a changé, mais on en connaît les raisons. Voilà, on en connaît les raisons, il faut l'accepter. Oui. Malheureusement, on ne peut rien contre le vieillissement. On parle beaucoup de bien vieillir actuellement. Et effectivement, c'est sur quoi il faut jouer. Ça ne sert à rien de vieillir en mauvaise santé. Et l'hygiène de vie, l'activité physique, éventuellement un traitement hormonal pour celles qui en ont besoin, ça vont être des facteurs qui vont contribuer à ce bien vieillissement. Mais je crois que de bien se sentir dans sa tête, c'est un élément extrêmement important. Et forcément, ça rend plus belle. S'emparer de cette opportunité et évidemment de tous vos conseils. Merci beaucoup, docteur Trémolière, d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de Quoi de neuf Santé, un podcast RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres qui sont tout aussi passionnants sur observatoiresantéprobtp.com, sur rtl.fr et sur M6+. Ciao.